Lecture estivale, une adaptation radiophonique du recueil de nouvelles Les essuie-glaces fatigués rendent les routes incertaines de Gilles Vincent aux éditions Eaux-Fortes par Jean-Yves Lissonnet du Théâtre du Diamant Noir. Le sourire doux du kamikaze. Montée de la Gineste, premier virage. La boîte de vitesse craque, le moteur monte en régime et l'arrière de la vieille 309 grise disparaît dans un nuage de fumée. 371 427 km au compteur. Voiture en fin de vie. Fin de vie. Peine de vie. Putain de vie. Mais ce matin, sur les lèvres de Bruno, l'esquisse d'un sourire tranquille. Bruno connaît la route par cœur. Au sortir de chaque courbe, le paysage est sans surprise tant il en a apprivoisé les formes, le dénivelé, le crissement des gravillons, sans oublier le chuintement sirupeux du goudron des soirs d'été. Passer la 3e, accélérer, aborder le virage suivant, rétrograder en seconde, accélérer jusqu'au moment du tournant et enclencher la 3e à nouveau. Conduire en montagne, songe Bruno. C'est comme une danse, un tango tourmenté, où dans les bras de la route, la voiture tangue d'un virage à l'autre jusqu'au vertige du point culminant. Bien plus bas, Marseille semble s'éloigner peu à peu, s'offrir à lui à mesure des mètres franchis, en une vue étalée comme un plan de la ville, carte sombre coincée entre les collines endormies. Le soleil peine à dépasser les contreforts de Cassis et, sur la cité étendue, une lueur bleutée, encore hésitante à cette heure du jour, vient chasser les ombres de la nuit. Encore 2 virages et ce sera le sommet. L'enchaînement des gestes appris, répétés et retenus comme les répliques d'un premier rôle. Là-haut, Bruno fera demi-tour et bloquera le frein à main. Il soulèvera le capot d'un geste sûr, neutralisera le système de freinage, puis il s'installera au volant. Il baissera complètement toutes les vitres, allumera une cigarette et laissera une dernière fois son regard se perdre sur les quartiers en contrebas. Sur cette putain de ville du Sud qui lui a tout bouffé, tout. Sa femme volatilisée, partie sans prévenir refaire sa vie avec un mécano italien, espagnol ou croate. Dans le fracas des valises bouclées et des portes qui claquent comme des gifles, dans le tumulte des mots qu'elle lui avait jetés comme ça dans la cuisine, ou bien la nationalité du mécano, ça lui avait échappé. Puis son boulot, volatilisé lui aussi, dans l'effervescence d'un plan de restructuration. Et puis les fils de la NPE, les tickets d'attente et les guichets numérotés. Le sourire navré des conseillers, celui du facteur aux mains vides, du juge aux affaires familiales, l'air désabusé du banquier qui flingue son découvert parce que les bateaux qui prennent l'eau, vaut mieux les faire couler sans tarder, et ce sourire insupportable des femmes qu'il croise dans la rue, dans les bars, et qui posent sur lui, sur ses cols élimés, ses chaussures en fin de course, leurs regards si vite détournés. Pour se donner de l'élan, il passera la première, puis il se mettra au point mort et laissera filer. Filer jusqu'au 5e virage, là où, sur la gauche, un chemin de pierre descend buté contre le parapet. Filer jusqu'à ce que les planches de bois se fracassent contre le capot et que cette putain de ville, il s'écrase dessus, qu'il illumine d'un grand brasier, d'un feu de gazole et de tôle enchevêtrée aux lèvres, ce sourire doux du kamikaze. 6h20. À l'est, le soleil pourlèche les sommets de Garlaban, répand sur la cité ses rayons pâles, la transforme, l'espace d'une fin de nuit, en palette rose et gris, où l'oranger, au fil des minutes, se fait envahissant. De l'autre côté, là où chaque soir le jour s'en va en flamboyant, les collines sèches de l'Estac ceinturent les quartiers pauvres de la ville. Et derrière encore, là où les yeux ne peuvent se poser, Bruno devine les tankers qui vident ta fosse, les hommes fraîchement sortis du lit, des femmes qui suent et s'interpellent comme des goélands. Il jette un coup d'œil dans le rétro intérieur. Décidément, sa gueule n'a jamais su tricher avec la vie. Les yeux sont là, rougis par les nuits sans sommeil, par les bouteilles sifflées au creux du lit, vides de celle qui est partie. La bouche s'est affaissée aux commissures comme celle des clowns tristes et ses joues. Au fil des semaines, des mois de traversée de l'existence en solitaire, se sont assombris, creusés par les soirées de pain sans beurre, sans soupe avec parfois un carambar pour unique dessert.
Machinalement, il remet le rétro en place, vérifie qu'il n'a pas bouclé sa ceinture et calmement, pour marquer l'instant du grand départ, il écrase sa clope dans le cendrier qui déborde et enclenche la première. Au compteur, l'aiguille grimpe jusqu'à 30. Alors il se met au point mort et laisse glisser. La voiture prend rapidement de la vitesse. L'air envahit l'habitacle, fait s'envoler les papiers, les emballages sur la banquette arrière. Au troisième virage, la 309 se déporte sur la gauche. Bruno redresse la barre, négocie comme il peut la fin de la courbe, appuie sur le frein pour s'assurer que plus rien ne répond. Dans la tête de Bruno, les certitudes vacillent, se laissent malmener au gré des chaos de la route. Il se dit que mourir à 39 ans, c'est un drôle d'avenir. Il pense aux tôles déchiquetées qui vont labourer sa chair, broyer le moindre de ses os. Il pense à l'explosion du moteur, aux flammes du carburant embrasé qui le transformeront en torche, que c'est un ramassis de chair carbonisée qu'il offrira à ses parents, à ses enfants. Il se dit qu'il n'a pensé qu'à lui, qu'il ne peut imposer cette horreur à ceux qui l'ont aimé. 4e virage. Et là-bas, un peu plus loin, se dessine déjà le 5e tournant. Les pneus crissent sur l'asphalte, s'attendent comme un bateau dans la tempête et Bruno s'accroche au volant, se cramponne à l'image de ce vol plané qui, depuis des semaines, donne à ses rêves leurs teintes incendiées. Il se dit que de toute façon c'est trop tard, qu'il ne peut sauter en marche et que, pour une fois, il se doit d'aller au bout des choses. À la sortie du tournant, le chemin de caillasse s'ouvre sur la gauche et plonge sur une trentaine de mètres jusqu'au parapet. Les pierres giclent, frappent la carrosserie. L'habitacle n'est plus qu'un tourbillon d'air poussiéreux. L'aiguille tremble sur le 80. Sous les secousses répétées, le pare-soleil se baisse d'un coup, libère la photo oubliée qui atterrit sur ses genoux. Les yeux de Bruno quittent le chemin, se posent sur le rectangle noir et blanc. Et le souvenir de ce jour-là, toutes les images négligées comme des bulles d'air qui montent et éclorent à la surface d'un lac, lui reviennent en mémoire. Brindisi, l'année dernière. Appuyée sur la rambarde métallique, la jeune femme, absorbée par l'observation des hommes en bas sur le quai, n'avait pas remarqué sa présence. Lui, depuis plusieurs minutes, ne pouvait la quitter des yeux. Alors il avait marché sur la coursive, s'était approché d'elle jusqu'à presque la toucher. Il avait ajusté son canon et, une seconde avant qu'elle ne tourne vers lui son visage surpris, il avait pris le cliché. 14 cm sur 9, de magie en noir et blanc. Une composition géométrique inattendue, un assemblage de triangles que le hasard avait figé là, sur le papier, en un centième de seconde. Le triangle du quai et du paquebot amarré, celui des cordages entre eux, celui du bras de la jeune femme, de ce bras replié au bracelet d'ivoire et, au premier plan, celui qui dessine son visage coiffé à la garçonne, orienté vers le bas, sur le ponton d'embarquement, suffisamment détourné pour que le regard échappe à l'œil du photographe. D'avoir mis fin à une interminable liaison lui ôtait toute envie de parler. Comme lui, elle venait d'embarquer pour la Grèce, mais ce jour-là, elle n'avait plus envie d'être accompagnée. Quelques jours plus tard, alors qu'il déambulait au beau milieu des sanctuaires de Delphes, il l'avait aperçue, assise sur un muret écrivant une carte postale. À Athènes, il avait pu faire développer la photo qu'il avait prise d'elle. Alors il avait extirpé le cliché d'une poche de son sac à dos et s'était empressé de lui montrer. Elle avait regardé attentivement la photographie, apparemment impressionnée par le surprenant enchevêtrement des lignes et des angles. Puis elle lui avait pris le cliché des mains et au dos avait noté son prénom, son téléphone, sa ville. « Appelle-moi un peu plus tard, quand j'irai mieux. » Puis Francesca s'était levée, avait disparu dans l'ombre des colonnes chauffées à blanc. Une embardée lui fait lever les yeux. Le parapet n'est plus qu'à quelques mètres. L'aiguille frôle les 90 et la colère lui transperce le ventre. Pourquoi avoir oublié cette photo derrière le pare-soleil? Pourquoi ne pas l'avoir appelée, ne pas l'avoir revue? Pourquoi? Cette image qui lui tombe sur les genoux, qui lui saute à la gueule comme un cri, un immense panneau « Stop !» Son visage se baisse un instant sur le cliché, sur le personnage masculin en bas, à gauche, qui quitte la scène et qu'elle regarde partir. Elle l'observe s'éloigner,
fixe une dernière fois son dos, ses épaules, avant qu'il ne disparaisse de sa vie. Francesca, Francesca. Bruno serre le frein à main entre ses doigts et tire au maximum. Les pneus se bloquent, la poussière blanche du sentier enveloppe la voiture et la barrière de bois vole en éclats. Un instant, la carrosserie semble s'immobiliser, le nez tourné vers le ciel. Le silence se fait surprenant, comme spectateur d'un temps qui semble s'être figé. Et en une fraction de seconde, le nez de la 309 plonge en avant. Puis Bruno laisse sa poitrine se poser sur le volant, sent la voiture basculer sur le dos, fondre dans le vide comme une pierre, fermer les yeux, hurler à plein poumon avant que sa voix ne s'éteigne, que son corps ne se brise dans le brasier qui s'annonce. Bruno, Bruno. Ouvrir les yeux. Ça va, Bruno ? Son cœur en folie dans sa poitrine. Tu m'as fait peur, Bruno. Vraiment, tu m'as fait peur. Ouvrir les yeux sur le plafond de sa chambre. Trouver le regard de Francesca et se mettre à chialer de panique, de bonheur. Qu'est-ce qui t'arrive, Bruno ? Dis-moi. Laisser les larmes couler, livrer sa poitrine aux secousses, des sanglots, au chagrin, au désespoir, à la fabuleuse joie d'être là. C'est rien, juste un cauchemar. Ça devait être terrible, raconte. Lui, sourire, déposer un baiser au coin de sa bouche, laisser ses lèvres se glisser au creux de son cou, sur la courbe douce de son épaule. J'ai rêvé que je ne t'avais pas rappelé, que je ne t'avais jamais revu. La serrer dans ses bras, et sans dire un mot de plus, poser le regard sur la photo noir et blanc adossée à la lampe de chevet, sourire, en silence, à Francesca, contre la rambarde qui regarde l'autre partir et qui ne sait pas, à cet instant précis où lui vient d'appuyer sur le déclencheur, que les triangles de leur vie vont, quelques semaines plus tard, s'entremêler dans la plus douce des géométries.